Le temps des conflits politiques semble révolu en Côte d'Ivoire. Le jeudi 22 février dernier, 51 politiques et militaires poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État ont bénéficié d'une grâce présidentielle de la part du chef de l'État Alassane Ouattara. Quelles sont les implications d'une telle décision? Quelles sont les perspectives qui s'annoncent à partir de là pour le tournant électorale de 2025. J'ai le plaisir d'en discuter sur ce plateau de la météo politique avec deux confrères David Bédia du canal Ivoire Info et Yacouba Sangaré de Le Patriote qui seront en face du professeur Mamadou Traoré, conseiller spécial de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Messieurs, bonjour. Bonjour. Professeur, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. D'accord, alors là, le décor il est planté. Le jeudi 22 février dernier, il y a donc là moins d'une semaine, le président ivoirien donc annonçait donc une mesure de grâce présidentielle pour 51 politiques et militaires, dont certains prisonniers qui ont pu recouvrer la liberté après donc plusieurs années de captivité en prison. Et là, aujourd'hui, je commencerai par vous, professeur Traoré, en tant que proche de Guillaume Soro, qui reste condamné à ce jour, donc depuis 2020. Première condamnation jusqu'à présent, dans presque 4 ans, dans cette situation. Quelle est votre lecture de la décision qu'a prise le président Ouattara donc, le 22 février? Alors, j'avoue que vraiment, je l'ai dit, nous sommes, moi personnellement, je suis très heureux de cette décision. Et j'ai même publiquement remercié le chef de l'État pour avoir pris une telle décision, parce que pour moi, c'est le début d'une décrispation politique. Et ça, pour nous, vraiment, c'est une grande joie. Mais nous souhaiterons que vraiment, nous avons signifié que nous avons quand même quelques-uns parmi nous qui sont encore en prison. Vous les chiffrez à combien à peu près, ceux qui restent en détention? En détention réelle, nous les chiffrons à 3 personnes. Kader Doumbia, Kader Doumbia, Fofana Aboulaye et sa femme, son épouse, qui est aussi en détention. D'accord. Il y a également dans GPS certains qui restent condamnés. Il y en a qui sont 3. Et non, ils sont 4. Il y en a qui sont 3 qui restent condamnés. Il y a le président Guillaume Soro, il y a Ben Souk, et puis il y a aussi Zébré Souleymane. Il y a aussi l'un d'entre nous qui n'est pas condamné, qui a pu s'échapper de prison. On l'appelle Kone Dramandi Dramanba, qui lui aussi n'a pas bénéficié de cette mesure. D'accord, sûrement qu'on reviendra sur les motifs justement qui justifient ce blocage qui persiste à leur niveau. Mais juste avant, cher confrère Yacouba Sangaré, déjà vous, en tant que vous êtes membre d'un organe de presse qui est proche du parti au pouvoir, le RHDP, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de la grâce présidentielle en faveur de ces personnes? Bien, nous avons salué cette décision-là comme la plupart des Ivoiriens, notamment des acteurs politiques. Pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. Le chef de l'État s'inscrit un peu dans la droite ligne d'une série d'actions qu'il pose depuis 2011. Son accession à la magistrature suprême de ce pays, il n'a cessé de l'exprimer partout, son engagement à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Déjà avant ça, il faut rappeler que déjà en 2011, juste après son investiture, il a pensé à mettre en place la CDVR, qui était la Commission de dialogue, vérité et réconciliation, déjà qui montrait déjà sa disposition. Alors dirigée par l'ex-chef du gouvernement Charles Konon-Bani. Cela montrait déjà sa disposition à œuvrer pour la cohésion sociale. Donc il a posé une série d'actions et je voulais juste rappeler ce que je considère comme le plus marquant. Par exemple, en 2018, l'ordonnance d'amnistie qui a permis à 800 ex-prisonniers poursuivis ou condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de recouvrer la liberté, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Il a aussi favorisé aussi le retour du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, sans oublier le retour des exilés, aussi des réfugiés politiques aussi. Il faut rappeler aussi que les hauts responsables justement de l'ancien régime qui sont revenus ont été réintégrés. Ceux qui travaillaient dans l'administration publique ont repris leurs fonctions avec le rappel de leurs arriérés de salaire. Vous comprenez cela, des gens qui ont été absents pendant un moment, qui n'ont pas travaillé, mais pour la paix, pour la cohésion sociale, on leur a permis de récupérer ces salaires pour lesquels ils n'ont pas travaillé. Tout ça, ça montre vraiment les dispositions fortes du chef de l'État à œuvrer pour la paix. Et cette décision de grâce, pour moi,
c'est encore une preuve de plus, un message fort que les chefs de l'État lancent à tous les acteurs politiques pour leur faire comprendre que c'est vrai, on a traversé des périodes de troubles, on a nos divergences, mais il faut qu'on comprenne que le plus important doit être la préservation de l'unité de la cohésion sociale. On peut ne pas avoir les mêmes opinions politiques. On peut s'opposer, comme ça s'est fait dans les grandes démocraties, mais il y a des limites à ne pas franchir. On doit comprendre que la fraternité doit prévaloir sur tout, sur nos ambitions politiques personnelles, sur nos idéologies, qu'on soit à gauche ou à droite. Mais le plus important, c'est de faire autrement la politique. Je pense que c'est cela que le chef de l'État nous enseigne. On peut ne pas avoir la même opinion, mais on n'est pas obligé de s'en déchirer, de se voir en ennemi. On peut rester des frères et puis rester sur le terrain du débat contradictoire. Moi, c'est à ça que je voulais que vraiment les politiques comprennent cela et qu'ils intègrent ça qu'on est aujourd'hui maintenant dans une nouvelle donne. Et ça, justement en face de nous qui... profonde de l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui, les populations, après tout ce qu'on a vécu, ne veulent plus revivre tout ce qu'on a vécu. On aura constaté durant cette canne que nous venons de vivre, qui a débouché sur le sacre de la Côte d'Ivoire, on a vu une nation unique, image assez rare de ces 10 dernières années, une Côte d'Ivoire unie autour de la nation, donc autour du drapeau national, et c'était donc formidable. David Bedia, vous qui avez des sensibilités qui peuvent se rapprocher peut-être de la galaxie pro-Gbagbo, dans votre camp, il y a quand même certains qui sont sortis de prison, des prisonniers illustres à l'image du commandant Doboblé Bruno et d'autres officiers qui ont été donc au devant de la crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Quel est votre sentiment là-dessus? Merci Raymond. Je voulais d'abord faire un rectificatif. Je ne suis pas proche de la galaxie Gbagbo, non. Je suis journaliste et c'est vrai que ma plume est un peu gauche. Voilà, c'est-à-dire je suis un peu proche de la gauche, mais je ne suis pas, je ne suis pas déclaré proche d'un parti politique. Voilà, je défends vraiment l'Ivoirien, je défends l'opprimé. Vous allez voir que demain, si ceux-là viennent encore au pouvoir et qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, je serai encore le premier à pouvoir les recadrer. Alors, en ce qui concerne cette libération, moi je l'ai saluée. Il faut dire que c'est déjà un bon pas vers la décrispation de la tension politique en Côte d'Ivoire et la crise que j'appelle la plus grave crise que nous avons connue en 2010 et qui continue de faire ses effets, qui continue de créer même des tensions au sein des populations. Les Ivoiriens avaient besoin véritablement de décrispation. Avec le retour de Laurent Gbagbo et toute la ferveur autour de ce retour, on a senti véritablement que les cœurs ont commencé à se libérer. Et cela a pu se manifester, effectivement. Vous avez parlé de la CAN. Effectivement, vous avez vu la finale que nous avons jouée en 2012. Ce n'était pas la même chose que nous avons joué cette année. Il y avait des Ivoiriens qui voulaient qu'on perde en 2012 parce qu'ils avaient très mal contre leur propre pays. Cette année, ça n'a pas été le cas. On a vu des leaders politiques de l'opposition au terrain demander à ce qu'on gagne. Et c'est ce que nous voulons. Et donc, nous voulons d'abord saluer cette action qui permet à beaucoup de leaders politiques et militaires de retrouver leur famille, de Boblé 13 ans de sa vie en prison, 13 ans où il n'a pas pu voir ses enfants, comment est-ce qu'il travaille à l'école, n'a pas été en contact avec ses proches. Franchement, je pense que ça a été un coup dur, mais mieux vaut tard que jamais. Alors c'est un gros soulagement pour vous. Professeur Traoré, vous parliez tout à l'heure de certaines implications politiques que pourraient donc receler cette décision du chef de l'État. Alors selon vous, quel peut être l'agenda du président Ouattara? Nous sommes dans une année préélectorale, donc 2024. L'an prochain, c'est 2025, donc une année que tout le monde appréhende avec beaucoup de crainte. On se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que Ouattara va briguer donc un autre mandat, le second mandat de la Deuxième République, pour m'aligner sur les termes imposés juridiquement? Alors, d'après vous, quel peut être l'agenda politique caché derrière cette décision? Vous, en tant qu'opposant et opposant illustre aussi, il faut le dire. Oui, l'agenda caché, je le dis à chaud, le président Ouattara ne s'est pas prononcé là-dessus, mais quand j'écoute ses partisans,
quand j'écoute ces partisans, leur agenda, ils considèrent que la victoire des éléphants devrait être le prétexte pour Alassane Ouattara de se porter candidat en 2025. Chose que moi, j'ai déjà plus d'une fois refusé. Mais déjà, il faut dire que le succès à la CAN, de la Côte d'Ivoire à la CAN, aussi la très bonne organisation que revendique donc le pays, fait accorder certains crédits au chef de l'État quand même. Oui, bien entendu. Nous louons la manière dont la CAN a été organisée. Nous le disons oui. Mais pour ovationner au stade et puis il paie lors de la finale. Mais bien entendu, le public par le stade. C'est tout à fait normal. Nous-mêmes, nous avons applaudi cela chez nous à la maison. Mais nous disons que ça ne doit pas être le prétexte parce que beaucoup même déjà, pendant la CAN, nous disaient que non, la CAN n'a rien à voir avec la politique. Ok. Si donc la CAN n'a rien à voir avec la politique, il ne faudrait pas qu'on utilise la victoire de la CAN pour vouloir briguer un 4e mandat que nous autres, membres de GPS, condamnons. Parce que le succès à la CAN, le voici maintenant qui entame une dynamique de réconciliation à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Est-ce qu'après, donc Ouattara, le grand bâtisseur, Ouattara, le bon organisateur, finalement Ouattara, le réconciliateur? Non, moi je l'ai toujours dit, Ouattara c'est un grand bâtisseur. Ça je le dis. Nous disons aussi que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il a posé des actes pour montrer qu'il avait envie que les Ivoiriens se réconcilient. Mais nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Pour nous, il faut qu'il aille encore plus loin. Et pour nous, plus loin, c'est de faire en sorte que pratiquement tous les fils, dont le plus illustre, Guillaume Soro, qui est en exil, rentrent au pays. Et là, si tous les enfants sont au pays, en interne, nous menons notre combat. Pour nous, donc, on pourra dire que la Côte d'Ivoire s'est vraiment réconciliée. Parce qu'on peut se réconcilier, mais quand l'un des nôtres n'est pas là, pour nous, nous trouvons qu'il y a encore un petit goût amer. Mais je salue cette action du chef de l'État, et je le dis, qui est vraiment un signe de décrispation politique. Et nous souhaitons qu'il aille plus loin à travers la prise d'une loi d'amnistie, afin de permettre à Laurent Gbagbo, à Blé Goudé, à Guillaume Soro d'être sur la liste électorale. Pour nous, ce sera pas fait. Mais est-ce que vous y attendiez objectivement? J'avoue personnellement que je ne m'attendais pas du tout à une telle décision de la part du chef de l'État. Une question qui me taraude l'esprit que beaucoup se posent en sourdine, c'est qu'on se demande si à l'heure actuelle, il existerait des négociations secrètes entre le camp Soro et le pouvoir en place à Abidjan. Vous confirmez? À ma connaissance, non. Je considère que pour le moment, ce sont des rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, à ma connaissance. Qui peuvent être fondées ou peut-être pas? Bon, ça peut être fondé. C'est ce que peut-être moi-même je souhaite. Je l'ai toujours souhaité d'ailleurs. Mais je dis, ce qui se dit là, moi, je mets cela au compte des rumeurs parce que nous, à GPS, on n'a pas encore été saisis, officieusement même déjà, d'une telle démarche. Donc, je ne peux pas, moi, m'appuyer sur ce que je vois dans la presse, dire que c'est effectivement le cas. Mais je dis que cette prise de décision au niveau de la grâce présidentielle est pour moi un bon prétexte justement pour engager les négociations. Parce que le président Guillaume Soro que je connais, il lui était difficile d'engager des négociations avec le camp Ouattara pendant que ses amis sont en prison. C'était difficile pour lui. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette grâce-là, il est dans de très bonnes dispositions pour qu'il y ait cette négociation et c'est ce que nous souhaitons tous aujourd'hui. Yacouba Sangaré, comment est-ce que vous interprétez justement ce acte que vient de poser le chef de l'État sur le plan politique? Oui, mais c'est un acte fort qui vise à, comme il a dit, à décrisper totalement le climat socio-politique. Et comme je le disais tantôt, c'est un message fort aussi qu'il envoie à la classe politique. Pour que les politiques comprennent que nous devons tous, dans nos actes que nous posons, faire en sorte que nous devons préserver la cohésion sociale, l'unité, la fraternité. Les Ivoiriens nous ont donné un exemple édifiant pendant la CAN. Vous avez vu, ils ont montré pendant la CAN que plus on est unis, plus on est fort. Il y a un adage qui dit seul on va vite, seul on va vite, unis on va plus loin, ensemble on va plus loin. Absolument. Voilà, on va plus loin. Donc, tout ça, c'est pour montrer qu'une fois que si on est un peu uni et fort, on ira loin, on va atteindre nos différents objectifs. Donc, c'est un acte politique très fort que le chef de l'État a posé. Et moi, je suis très content. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas surpris. Et vraiment, il a été coutumier de ça. Il avait toutes les raisons, il faut avoir l'honnêteté de le dire, après tout ce qu'il a subi quand il est arrivé au pouvoir. Il avait toutes les raisons de se venger, mais il n'a jamais voulu se venger. Il a montré que lui,
Ce qui s'est passé sur le compte du passé. On met ça sur le compte du passé. Et ce qui est important... Laurent Gbagbo est quand même allé à la haie. Oui, pour des faits précis. Mais après, il ne faut pas voir qu'il a haie. Laurent Gbagbo aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis en juin 2021, il est libre de ses mouvements. Ses avants ont été dégelés. Il a même perçu les arriérés de sa rente viagère. Et tout ça, ce sont des gestes d'apaisement. Il y a eu un moment de la belligérance. Et ça, c'est le message que le président Ouattara veut nous faire comprendre, qu'il y a eu un moment où on s'est battu. On doit comprendre que la page justement de la bagarre est tournée. C'est comme tout le monde dans la vie quotidienne, vous vous battez demain, après vous vous réconciliez, mais vous ne revivez pas en permanence sur ces récriminations du passé là. Non, il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'on doit tous regarder devant. Ce qui est important, c'est la stabilité. Tout le monde voit ce que la stabilité apporte au pays. Pas seulement aux politiques, à tous les citoyens. Même le citoyen lambda qui ne vit pas de la politique a besoin de paix et de stabilité pour vivre de son commerce, de son activité. Bon, pourquoi vous voulez forcément qu'on reste dans la belligérance pour que tout le monde vive dans la psychose, pour que ceux qui ne vivent pas de la politique ne puissent pas vivre librement? Non, il ne faut pas ça. Le pays a besoin de stabilité pour aller de l'avant. Il faut que les politiques intègrent ça. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens veulent, quel est votre programme pour améliorer leurs conditions de vie? Et non de créer forcément une crise superficielle qui va créer une tension où tout va être ralenti, les gens ne pourront même pas vivre, ils ne pourront pas sortir. On n'a plus besoin de ça. Et c'est le sens justement de ce message-là. Et moi, je voudrais vraiment lancer un message, si vous le permettez, à Guillaume Soro. Moi, je pense que le président Ouattara... En quelques secondes, je pense que le président Ouattara a montré là vraiment que pour lui, il n'y a aucun sacrifice n'est plus grand que la paix. Donc moi, je souhaiterais que le président Guillaume Soro s'inscrive totalement dans cette disposition. Pour moi, c'est simple. Il peut appeler le président Ouattara, il peut engager des rencontres, il peut demander à rencontrer le président Ouattara et à discuter avec lui pour pouvoir aplanir les divergences. Il y a tout à gagner, il a tout à gagner dans ça. Si le président Laurent Gbagbo est rentré, Charles Blé Goudé est rentré, je pense que pour moi, Guillaume Soro n'a qu'à faire la même démarche que les autres. Regardez Blé Goudé aujourd'hui. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Depuis qu'il est rentré, il est dans une disposition nouvelle. On sent que c'est un homme, pour parler comme les religieux, qui renaît de nouveau. Donc, qui est dans une nouvelle disposition, qui a une nouvelle dynamique, qui a compris qu'à un moment donné, il y a eu un passé trouble, il a tourné la page. Donc, je souhaite vraiment que Guillaume Soro s'engage dans cette voie-là parce qu'il a beaucoup à gagner. Sa place n'est nulle part ailleurs qu'en Côte d'Ivoire et surtout au RHDP. C'est un Ivoirien. Alors, est-ce que politiquement, vous subodorez un agenda caché du chef de l'État? Tout à l'heure, dans la question que vous êtes en train de poser au professeur, vous avez parlé du deuxième mandat de la Deuxième République que vous avez qualifié de juridiquement correct. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juridiquement correct. La constitution d'une république est un peu comme ce qu'on appelle dans les organisations. Si. Je ne sors pas de la... Je vais répondre à votre question. Justement sur la question centrale qui est, est-ce qu'à partir de la décision que vient de prendre le chef de l'État, est-ce que vous suivrez un agenda dissimulé? Donc laissez-moi y aller. Vous allez voir que c'est là que je suis en train d'arriver. Voilà. Donc je suis en train de dire que une constitution est un peu comme dans les organisations qu'on appelle les statuts et règlements intérieurs. Quand ce n'est pas parce qu'il y a eu une assemblée générale extraordinaire et qu'on a changé de statut, même quand les dispositions électorales n'ont pas été changées, ça veut dire que ça reste toujours en fonction. Ça veut dire que le président Ouattara a fait 2 mandats, c'était terminé en 2020. Il ne devait plus être candidat. Donc cette affaire de deuxième mandat de la Deuxième République, c'est juste un thème politique, ce n'est pas juridique. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, on sent un agenda caché. Et déjà, au sein du RHDP, moi j'ai participé, j'ai été invité à une conférence de presse animé par, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, qui a demandé, c'est Alpha Yaya, je crois. Voilà, il a demandé à ce que le président, et on entend beaucoup cela, le président soit encore candidat pour 2025, parce qu'il en a le droit. Donc déjà, quand les gens commencent à parler ainsi, ça veut dire déjà qu'ils sont en train de préparer les esprits. Je ne voudrais pas, comme l'a dit le professeur, je ne voudrais pas qu'on s'appuie sur la réussite de la CAN pour vouloir être à des fins politiques.
Parce que la réussite de la CAN, ce n'est pas le président seul, ce n'est pas le gouvernement seul. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on a tellement de problèmes. On a parlé du Kassoro, le cas Gbagbo, le cas Blé Goudé. Il y a aussi, au niveau social, la vie chère, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation du prix du courant, avec les déguerpissements, tout ça. On avait ça avant même la CAN. Tous les Ivoiriens se sont tus. Pourquoi? Parce qu'on recevait des étrangers chez nous. Il fallait rester tranquille pour que on puisse réussir cette édition de la CAN. On s'est tu. Notre président, même si on lui reproche des choses, est en train de venir au terrain, il faut l'acclamer. C'est ici en Côte d'Ivoire qu'on doit se disputer. Ce n'est pas devant les Africains. Donc la réussite de cette CAN-là, ça revient à tout le monde. Donc on ne doit pas prendre ça, voilà, on ne doit pas prendre ça pour dire que M. Ouattara a réussi la CAN, donc voilà. On va marquer une pause et on revient juste après pour la suite des débats. Merci. Propriétaire de maisons à Abidjan et à l'intérieur du pays, faites comme Monsieur Kwame, souscrivez dès maintenant au prépaiement de loyer de Celped Finance pour recevoir le montant attendu au titre de vos loyers avant la fin du mois. À Celped Finance SA, nous prépayons votre loyer. Propriétaire, venez dès maintenant souscrire car cette offre est limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'agence Celped la plus proche ou contactez-nous au 27 22 41 55 85 ou sur www.celpedfinance.com. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec tous vos proches. On reprend donc le cours de notre plateau et je me tourne encore vers vous, professeur Traoré. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial, ou bien l'un des conseillers spéciaux de l'ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro en exil depuis décembre 2019. Et alors justement, voici un homme qui a été donc au très haut sommet de l'État de 2007. De 2007 à 2019, d'abord chef du gouvernement sous Laurent Gbagbo d'abord. Ensuite, il a rempilé dans cette fonction avec Alassane Ouattara jusqu'en 2012, avant donc de prendre la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est en exil donc depuis 2019. Quelles sont vos attentes aujourd'hui en tant qu'opposant et surtout représentant de Génération et Peuple Solidaire? Il faut aussi préciser qu'il est exclu de la liste électorale, tout comme Laurent Gbagbo d'ailleurs. Bien, en 2 minutes. Nos attentes sont les suivantes. 1. Que le chef de l'État permette que Guillaume Soro ait un retour sécurisé au pays et qu'il mène ses activités politiques sans aucune entrave. Premier élément, que bien entendu le chef de l'État fasse prendre une loi ou propose une loi d'amnistie afin que le président Guillaume Soro recouvre tous ses droits et soit inscrit sur la liste électorale. Troisième attente, que le chef de l'État le fasse pour Laurent Gbagbo et Blé Goudé et tous les autres, et tous les cadres de Guillaume Soro qui ont été condamnés par la justice, pour qu'ils puissent avoir tous leurs droits. Et puis, nous, notre attente, en tout cas en tant qu'opposants, c'est vraiment de permettre de dire au chef de l'État qu'il considère que la CAN, la coupe qu'on vient d'avoir, est la consécration de sa carrière politique. Et pour nous, nous souhaitons qu'il fasse une très belle sortie afin que les Ivoiriens retiennent cela de lui. Qu'il ne commette pas la même erreur que Macky Sall, qui, après avoir fait un bon travail, aujourd'hui est en train de sortir par la petite porte. Nous ne souhaitons pas cela du chef de l'État. Nous avons été opposants au chef de l'État, mais nous disons qu'aujourd'hui, il mérite que les Ivoiriens retiennent une très bonne image de lui. Et pour moi, à travers les actes qu'il va poser, l'amnistie et puis tout le reste, organiser des élections dans lesquelles il n'est pas candidat, et que pour une fois dans notre République, on assiste à une passation de charge entre le chef de l'État sortant et le nouveau. Pour nous, vraiment, Alassane Ouattara va rentrer pour nous dans l'histoire du pays par la grande porte. Et les gens vont oublier toutes les frustrations qu'ils ont eues à ce moment. Ce serait en effet une grande première. Yacouba Sangaré, en 1 minute, selon vous, est-ce que ces attentes sont légitimées?
En une minute. Ce n'est pas à l'opposition de décider si le président Ouattara doit être candidat ou pas. Ça, d'abord, c'est à la discrétion du président Ouattara. Il a par la grande porte, il est sorti par la grande porte. C'est relatif tout ça. Donc je disais que ce n'est pas à l'opposition de dire si le président Ouattara doit être candidat ou pas en 2025. Ça, cela appartient. La décision première appartient d'abord au président Ouattara. C'est à lui de décider dans l'intime conviction s'il veut encore briguer un nouveau mandat. Ensuite, la deuxième décision, c'est le choix de ses militants et des responsables de son parti. Et aujourd'hui, on le voit que les militants expriment cette volonté-là. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir rapidement. Les autres revendications qu'il exprime. Je vais répondre rapidement à ça. Donc je disais, c'est sa discrétion personnelle et ensuite, il appartient aussi à ses militants de décider. Et s'il l'exprime aujourd'hui, il ne faut pas les jeter la pierre. On ne change pas une équipe qui gagne. Et il le fait en conséquence de cause. Maintenant, quant à savoir s'il doit une amnistie générale, ça, c'est à la discrétion du président Ouattara. Je pense que le président Ouattara nous a suffisamment montré qu'il est un homme épris de paix, qui nourrit une grande vision pour la paix. Moi, je pense que ça ne doit pas faire l'objet d'une revendication en tant que telle. Il faut lui laisser la discrétion. Personne ne lui a mis la pression pour qu'il prenne cette grâce-là pour les 51 personnes. Il sait ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. S'il estime à un moment donné qu'il est temps de prendre cette grâce, il doit la prendre. A contrario, ceux qui sollicitent cette grâce-là, il faut aussi qu'ils montrent des dispositions qui s'inscrivent dans la même vision que lui. J'ai pris deux exemples. Il faut que M. Guillaume Soro, moi par exemple, je le dis ouvertement, j'ai été très choqué qu'après la libération des responsables de GPS, qu'on n'ait aucun communiqué de Guillaume Soro lui-même, qui est très alerte sur les réseaux sociaux, à tout commenter quand il y a actualité à Côte d'Ivoire. C'est GPS, je sais, il y a GPS, mais il y a Guillaume Soro qui intervient. Je connais bien Touré Moussa. Touré Moussa qui est son chargé de communication, qui est très alerte pour les commentaires. Aucune réaction jusqu'à ce jour. Ça, je m'interroge. Deuxième chose, Laurent Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire jusqu'à preuve de contraire, qui a été un acteur clé de la crise post-électorale, quel que soit ce qu'on peut en penser, mais n'a jamais fait preuve de contrition, il n'a jamais demandé publiquement pardon aux Ivoiriens. Toi aussi, ce sont des actes qu'il faut voir, qu'il faut remarquer. Donc, il ne suffit pas de juste demander qu'on ait la grâce peut-être la liste électorale. Il faut demander pardon aux Ivoiriens, il faut tenir compte de la souffrance aussi des populations aussi. Alors, David Bedia, selon vous, quelles peuvent être les attentes aujourd'hui de cette opposition-là pour parfaire l'idéal de réconciliation auquel tous disent aspirer? Effectivement, je vais monter sur sa chute quand il parle du pardon que Laurent Gbagbo devait donner aux Ivoiriens, demander aux Ivoiriens, oui, c'est la même chose. En fait, en 2010, il y a eu deux belligérants, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo était la haie, Alassane Ouattara était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors que mon confrère me dise, à un moment donné, un seul discours du président Ouattara qui a demandé pardon aux Ivoiriens pour les 3000 morts, plus de 3000 morts, qu'il me le dise, ça n'existe pas. Pourquoi celui qui a été gracié, celui qui a été innocenté par la Cour pénale internationale. C'est pas l'objet du débat après. Donc, justement, mais je ne comprends pas pourquoi les gens. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que vous souhaitez qu'il y ait la réciprocité en termes d'aspiration. Tout à fait. Il faut que celui qui est au pouvoir, celui qui a bénéficié de. Parce que c'était une guerre, on était en guerre. Et il y a un qui a gagné la guerre. Il a gagné la guerre, tu prends le pouvoir, tu sais que dans ce pays, il y a ceux qui étaient avec toi et à ceux qui étaient contre toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une atmosphère d'unité. Donc il fallait commencer par demander pardon, même si tu penses que tu avais raison, mais demander pardon parce qu'il y a eu des morts. Tu ne l'as pas fait. Donc ce n'est pas celui qui a été innocenté, parce que vous, on ne sait pas. Alors en termes justement de réhabilitation des personnes donc écartées de la liste électorale, est-ce que vous estimez en 30 secondes que il faut que, je pense que cette décision d'écarter des personnes sur la liste, c'est vrai, ça existe dans la Constitution, que des personnes qui ont commis des actes graves et condamnés par la justice doivent être retirées. Mais les cas dont nous parlons ici, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, tout ça, sont des cas politiques. C'est des cas politiques, ce n'est pas des décisions de justice. Et même, c'est pourquoi tous les magistrats, les juges disent, mais c'est le chef d'État seul qui peut décider, qui peut prendre une décision, parce qu'ils ne peuvent pas, ça dépasse leurs compétences. Vous comprenez? Donc, je pense que le chef de l'État, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, pour ma part, il a fait 3 mandats, il peut sortir par la grande porte. La grâce présidentielle, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Une loi d'amnistie pour permettre de pouvoir évacuer tous les dossiers sales de notre pays.
Ça, c'est très important. Alors, professeur Traoré, là, je me retrouve, ça sera certainement la dernière question. Vous qui avez certainement une communication assez forte avec votre leader, on parlait justement à l'entame de cette émission de la possibilité d'un rapprochement stratégique entre le RHDP au pouvoir et votre camp, le camp Guillaume Soro. Pour 2025, est-ce que l'éventualité d'une alliance ou d'une réconciliation entre les deux partis est possible? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que dans les laboratoires politiques de GPS, est-ce que l'idée fait son chemin? Est-ce que cela est envisagé? Alors, je peux vous dire que GPS n'est pas du tout opposé à un rapprochement. Malgré tout ce qui s'est passé. Mais bien entendu, GPS n'est pas du tout opposé à un rapprochement entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Non, pas du tout. Nous avons des divergences de point de vue. Nous, GPS, nous nous sommes créés, on souhaite qu'on nous permette de mener nos activités. Mais comme j'ai dit, il pourrait y avoir une alliance politique entre GPS et le RHDP. Comme hier, il y a eu une alliance politique entre le RDR et le FPI. Comme hier, il y a eu une alliance politique entre le RDR et le PDCI. Mais avec GPS, la même chose peut arriver. Et moi, personnellement, je dis, c'est mon souhait. Pourquoi? Parce que, quelqu'un le disait, Guillaume Soro et Alassane Ouattara, c'est la même famille politique hier au RDR. Nous tous sommes des RDR. C'est parce qu'il y a eu des divergences de point de vue que nous nous sommes séparés. Mais donc, pour nous, demain, si nous sommes en alliance pour la conquête du pouvoir, mais ce serait, moi personnellement, je n'ai pas dit les autres, mais moi personnellement, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Une alliance politique. Mais demander à Guillaume Soro et à GPS de venir se fondre au RHDP, j'ai dit, je suis l'un de ceux-là qui disent non et non. Et les raisons, elles sont les suivantes. Quand nous, on était au RDR, en tant que cadre du RDR, n'oubliez pas qu'en 2008, Alassane Ouattara avait tendu la main aux forces nouvelles pour dire « Venez au RDR ». On a accepté cette main étendue. Mais je vous dis, nous sommes venus au RDR, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. Plusieurs fois au RDR, on nous considérait toujours comme des intrus. Guillaume Soro lui-même, on le considérait toujours comme un intrus. On se disait qu'il n'avait pas le droit de parler de certaines choses parce qu'il n'est pas un membre fondateur du RDR. Il a été traité ainsi. C'est l'une des raisons qui a fait que Guillaume Soro est sorti. Il a refusé la main tendue du chef de l'État quand il lui a demandé de venir au RHDP parce qu'il savait qu'il allait être traité de la même manière. Donc c'est pour éviter d'être traité de cette manière-là que Guillaume Soro a dit, bon, je sors, je construis moi-même ma propre machine politique. Je reporte donc l'éventualité d'un rapprochement. Enfin, vous n'y êtes pas opposé, vous l'avez dit clairement. Oui, bien entendu. Alors, Yacouba Sangaré, vous avez entendu le professeur Traoré, c'est vrai que vous n'êtes pas politique, vous êtes journaliste, mais partisan du RHDP. Alors, à partir de là, en une minute, rapidement, vraiment, quelle est votre réaction à ce que vient de dire le professeur? Est-ce que cela est digeste pour vous en tant que proche du RHDP? Je suis surpris que le professeur parle d'une alliance entre GPS et le RHDP. Bon, politiquement, sans faire injure au GPS, on sent que ce n'est pas la même carrure, ce n'est pas le même poids sur l'échiquier politique, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc pour moi, je pense qu'il faut que le Guillaume Soro GPS fasse un peu preuve de modestie et d'humilité. Je pense que le GPS a fait son parcours, on a vu là où il est arrivé. Pour moi, ce n'est pas encore une force très forte. Après, le GPS a été dissous en 2022. A été dissous, voilà. D'ailleurs, mais le GPS a été dissous, donc on parle d'une formation qui n'existe pas. Non, qui n'existe pas, qui a été dissous par la justice ivoirienne. Donc, au-delà de cette alliance, pour moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la place de Guillaume Soro est au RHDP. Alassane Ouattara est son père, qui vient demander pardon à son père, qui reprenne toute sa place au sein du RHDP. C'est là qu'il va mieux s'accomplir, c'est là qu'il va mieux se réaliser, c'est là qu'il va aussi mieux accomplir son ambition politique. Ce n'est pas un restreint GPS. L'expérience l'a montré, hein, avec le GPS, quand vous regardez la trajectoire politique, mais après, le GPS il n'a pas progressé. Donc le GPS est dissous. Bon, comme le GPS est dissous, donc il revient prendre toute sa place au RHDP. C'est tout. Quelle est votre réaction là-dessus? C'est vrai que vous n'êtes pas forcément peut-être... Oui, je pourrais faire une analyse assez rapidement, plus loin. Il faut dire qu'on a suivi quand même le retrait de Guillaume Soro du RHDP. Nous avons tous suivi. Il a communiqué beaucoup là-dessus, où on lui demandait d'entrer au RHDP. Il a dit qu'il ne partageait pas effectivement l'idéologie RHDP. Aujourd'hui, vu
tout ce qui s'est passé avec l'exil. Vous avez l'image de Guillaume Soro, la première image de Guillaume Soro depuis le Niger que nous avons vue est une image qui a choqué. Un homme amaigri, un homme totalement... franchement, on sent qu'il était dans cette souffrance à cause de quoi? À cause de cette tension. Vous comprenez? Alors, moi, c'est possible qu'il puisse avoir des rapprochements, mais connaissant le RHDP, vous savez, il y a beaucoup de partis qui sont au RHDP qui ne disent pas leur nom. Par exemple, il y a comment ça s'appelle, Arsi Guégué, qui a créé un parti, mais est-ce qu'on n'en parle pas? C'est-à-dire que le RHDP ne fait pas d'alliance. Le RHDP, vous venez, vous rentrez. Vous devenez RHDP. C'est comme cela que ça fonctionne. Et même l'alliance avec le FPI, on regarde un peu. Un conglomérat, c'est un parti unifié. Donc en réalité, Guillaume Soro ou bien le GPS revenir dans une alliance ou bien même se fondre au RHDP, c'est possible. On ne peut jamais dire jamais, mais il faut dire que c'est pas du tout, c'est pas à mon sens, c'est pas évident. Très bien, alors en 30 secondes chacun, un dernier mot, professeur, en guise de conclusion. En guise de conclusion, mon dernier mot, c'est à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais que le chef de l'État, je souhaiterais qu'il aille plus loin avec la prise d'une loi d'amnistie qui va permettre à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro Goudé d'être sur la liste, qui va permettre donc à GPS de fonctionner normalement. Et le deuxième souhait, c'est que le chef de l'État, avec tout le travail qu'il a abattu, ça aussi, c'est vrai, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut reconnaître qu'il a fait un travail formidable à la tête du pays. Je souhaite qu'en 2025, il sorte par la grande porte en ne se portant pas candidat. Je vous dis que les gens vont retenir une très bonne image de lui. Et il sera le sage de la nation. C'est ce que je souhaite au chef de l'État. Yacouba Sangaré. Le chef de l'État, l'histoire a montré, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire a montré qu'après Houphouët-Boigny, il est le second bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Donc il a hissé le pays à un certain niveau de développement. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens voient comment le pays est aujourd'hui. Pour moi, il lui appartient de continuer son œuvre. Si l'ensemble des Ivoiriens, la majorité, notamment le RHDP qui est le parti au pouvoir, estime qu'il doit continuer son œuvre, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'embarrasse des fermetures. S'il veut continuer, qu'il continue, on n'échange pas une équipe qui gagne. Je vais terminer quand dans l'opposition. Le chef de l'État a fait sa part en termes d'actes et de gestes forts pour la réconciliation nationale. Il faut que l'opposition arrête d'être dans cette posture de victimisation, de revendication à tout moment et qu'elle aussi joue sa partition pour la réconciliation nationale. Que Guillaume Soro lance un message fort pour la paix qui montre qu'il est dans une nouvelle disposition pour justement accompagner la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Très bien. On ne finit jamais de bâtir. Vous êtes en train de construire une maison et puis la mort vous appelle. C'est comme cela la vie. Donc on peut pas, c'est pas parce qu'on est en train de faire des chantiers qu'on doit dire qu'il faut qu'on reste. Le pont HKB, ce n'est pas Ouattara qui l'a commencé. C'est Bédié qui l'a commencé. Gbagbo a suivi et lui l'a terminé. Donc il y a quelqu'un d'autre qui peut terminer ce qu'il est en train de faire. Je pense, comme l'a dit le professeur, le président Ouattara peut sortir grand dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement... Il faut le dire, il y a tellement de dossiers sales dans cette crise que nous avons connue depuis 2010 jusqu'à maintenant, pour ne pas dire depuis 2002 jusqu'à maintenant. Et si il prend la décision comme il a fait avant même la mort de Amadou Gon Coulibaly, s'il vient, je pense qu'il a eu le temps quand même, 5 ans pour pouvoir préparer quelqu'un. Il ne peut pas nous dire qu'il ne l'a pas fait. 5 ans, il peut nous dire qui est-ce qu'il a préparé pour sa succession. Et je vous assure que les Ivoiriens vont retenir quelque chose de bon pour lui. Même ces affaires, parce qu'il y a des gens qui disent que le procès de la CPI n'est pas terminé et donc il pourrait avoir des récidives, on peut laisser tomber. Ok, alors merci donc à vous d'avoir été là. Je rappelle que nous débattions donc de la mesure de grâce présidentielle prise par le chef de l'État donc en faveur de 51 politiques et militaires condamnés pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire. Et là, ils sont grâce aujourd'hui tant dans le camp Soro que dans le camp Gbagbo. Nous étions donc avec le professeur Traoré Mamadou. Vous êtes le conseiller spécial de Guillaume Soro. Yacouba Sangaré de la rédaction de Le Patriote et David Bédia, promoteur du média Canal Ivoire Info. On se sépare sur ces différents vœux exprimés par les uns et les autres. On se dit au revoir et à bientôt.